Salut à tous et bienvenue dans Autotechno, c'est le rendez-vous quotidien de toutes les innovations. On parlera de voitures autonomes et connectées, de tout ce qui a trait à l'environnement et bien sûr les nouvelles mobilités. Chaque jour, nous aurons des experts sur ce plateau, il y aura aussi un débat. Aujourd'hui, on a choisi de traiter l'autonomie longue distance pour les véhicules électriques 300, 400, 500 km. Où en est-on concrètement? Et puis, autre parti pris, je recevrai une start-up chaque jour. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et c'est parti pour ce premier rendez-vous avec Cindy Lavru du CCFA pour la revue de presse. Bonjour Cindy. Bonjour. Qu'est-ce qu'on lit dans la presse ce matin à propos de la technologie? Alors ce matin, il y a trois infos qui se dégagent sur l'automobile et les nouvelles technologies. Tout d'abord, notre ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a profité de sa visite au Mondial pour parler des voitures électriques. Ensuite, Valeo a fait circuler une voiture autonome durant 24 heures d'affilée sur le périphérique. Et enfin, BMW a présenté une nouvelle application qui est un assistant vocal virtuel. Alors on commence par notre cher ministre de l'Environnement. Qu'a-t-elle dit au salon? Alors, comme tu le sais peut-être, notre ministre est venue au Mondial visiter le salon. Elle s'est surtout intéressée aux véhicules électriques et Tiens donc, hybrides quelle rechargeables, surprise. évidemment, sur les stands de PSA et Renault, évidemment, mais aussi Nissan. Et Madame Royal s'est aussi exprimée sur le scandale Volkswagen et a déclaré qu'elle souhaitait que cette affaire donne un coup d'accélérateur, à la voiture électrique. Et non pas un coup de pied dans la fourmilière, vous l'aurez rectifié de vous-même. Voilà. D'ailleurs, la France a pour objectif d'avoir un nombre de recharges, de points de recharge, qu'ils soient publics ou privés, qui atteignent 1 million d'ici à 2020. Madame Royal a rappelé que les bornes de recharge pour voitures électriques privées ne coûtaient que 400 € grâce à un crédit d'impôt. Et en outre, il y a un super bonus de 10 000 € pour l'achat d'une voiture électrique, à condition de mettre à la casse un diesel de plus de 10 ans. Alors deuxième sujet, c'est Valeo et la voiture autonome à l'assaut du périphérique parisien. Voilà. Donc Valeo a fait circuler une voiture autonome durant 24 heures sur le périphérique parisien à bord d'une Golf. Donc, D'ailleurs, je précise que le film, on le verra demain dans l'émission Autotechno. Donc je ne sais pas si tu es au courant, Valeo a déjà fait un tour de France, donc à peu près 4000 km, et un tour des États-Unis, donc là c'était 21 000 km en voiture autonome. Et cette fois, il s'est lancé à l'assaut donc, du périphérique durant 24 heures. Ça représente 766 km. Et sur route ouverte, donc en conditions réelles. Ouais, en même temps, c'est dur de fermer le périph' pendant 24 heures aussi. Exactement. Mais ça implique embouteillage, travaux, marquage effacé, les deux roues qui peuvent remonter les fils. Et donc ça fait beaucoup de situations complexes à gérer pour une voiture autonome. Malgré tout, la voiture de Valeo a réussi à circuler sur ces 24 heures 99% du temps en mode 100% autonome. Donc le pourcent restant. Et oui, 99, donc forcément, qu'est-ce qui a pêché? Voilà, ce qui a pêché, c'est le système s'est déconnecté quand les motos justement étaient trop proches du véhicule. On termine par le dernier sujet, un assistant vocal chez BMW. Voilà, donc BMW a déjà une application pour connecter sa voiture à un smartphone et elle sera enrichie à l'avenir d'un système de reconnaissance vocale qui est fourni par Amazon qui s'appelle Alexa. Donc à la base, ça a un usage domestique. Par exemple, on peut ordonner au système de fermer les portes, d'allumer les lumières dans la maison. Et maintenant, il y a une version qui sera adaptée à l'automobile. Et on fait la même chose dans la voiture, je suis sûr. Voilà, donc là, ça gère des données plus liées à l'automobile. Par exemple, on peut contrôler le niveau de carburant ou le niveau de recharge des batteries pour une voiture électrique. Et on peut aussi fermer la voiture à distance, la fermer à clé, simplement en parlant à son smartphone. Donc c'est à l'exemple de Siri sur iPhone qu'on connaît presque tous. Et ça s'appelle Alexa. Et ça s'appelle Alexa, exactement. Merci Cindy, à demain. À suivre un décryptage sur la voiture autonome. La question du jour est consacrée à la voiture autonome. On en parle beaucoup, pas forcément comme il le faudrait d'ailleurs. Alors justement, on a choisi un spécialiste. Bonjour Jean-Luc Brossard. Bonjour Laurent. Vous représentez la PFA, c'est donc la filière automobile et mobilité. Vous coordonnez donc la R&D au sein de la PFA. Alors c'est vrai qu'on entend parler de voitures autonomes et surtout de ces fameux niveaux. Niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça correspond à quoi? La voiture autonome en fait correspond déjà à une aide à la conduite. C'est une automatisation de plus en plus importante de nos voitures. Et ce qu'on a pu constater,
C'est qu'il y avait besoin d'un langage commun. Donc très très rapidement, en fait, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles et la Société des ingénieurs automobiles a décidé d'avoir un standard commun, une méthodologie commune, et donc de définir un certain nombre de niveaux. Aujourd'hui, en fait, il y a 6 niveaux. En fait, on parle souvent ça de... commence bien, on parle de niveau 5, il y en a 6. Oui, mais parce qu'il y en a un niveau 0. Voilà. Et donc la première attitude, c'est que les voitures qu'on avait par exemple il y a 30 ans, qui n'avaient aucune assistance à la conduite et dont on pilotait. Donc, la 2 chevaux, c'est clair, la il n'y avait rien. Voilà, qui est donc le niveau 0. Ensuite, on a eu de l'assistance qui est apparue très rapidement, et déjà depuis une dizaine d'années, il y a des aides à la conduite. En fait, L'ESP par exemple. L'ESP, exactement. Tout ce qui est dans une démarche où il y a soit la dynamique longitudinale, soit la dynamique transversale qui est assistée. Et donc, on a eu ce qu'on appelle le niveau 1, donc une assistance que l'on voit apparaître et qui sont donc les voitures qui arrivent jusqu'à maintenant. Niveau 2. Niveau 2, donc là, on commence à automatiser la fonction, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui interviennent. Donc, ça peut être du parc assist. La voiture évite le dérapage, par exemple, sans que ce soit le conducteur qui vraiment fasse tout. Par contre, on lui demande toujours d'assurer la conduite dynamique en temps de présence et donc d'être capable de reprendre la main à tout moment, d'être capable de choisir et de définir. Donc c'est très très important. Le niveau 2, c'est quelque chose qui est actuellement réglementairement accepté et acceptable. Alors niveau 3, c'est à partir de là qu'on commence vraiment à parler de voiture autonome. On va d'ailleurs voir à l'écran, parce qu'il y a une petite photo justement qui permet de savoir de quoi on parle. Mais voilà. Jean-Luc, allez-y. Voilà, le niveau 3, c'est le moment où on délègue en fait une partie de l'intelligence de conduite en fait à la voiture, et donc à ce moment-là, on est dans une logique d'autonomisation. Donc on parle de véhicules autonomes, mais sous condition. Donc c'est clair qu'il est important d'avoir la possibilité en fait à la fois de rouler dans des zones qui permettent de rouler, parce que ce qui est important dans la voiture autonome, il ne faut pas oublier, c'est la sécurité. Et on parlait de sécurité, de sûreté, et donc c'est ça qui est fondamental. Alors on dit souvent d'ailleurs hands-off, parce que là on voit sur la photo que la personne ne tient pas le volant, oui. Donc les mains peuvent être lâchées. Oui, à partir du moment où vous avez une prise en compte par le véhicule de la dynamique longitudinale et de la dynamique d'autres dynamiques, entre guillemets, donc l'intelligence de la voiture prend en charge en fait la réponse de la voiture dans un environnement prédéfini. Les mains peuvent être lâchées. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de les reprendre. Les yeux restent toujours sur et donc, la route. Les yeux sur la route, voilà, il faut être capable. C'est toute la difficulté réglementaire, elle vient entre le passage du niveau 2 au niveau 3, parce que dans le niveau 3, vous devez être capable de reprendre la main au bout d'un certain temps, après un certain nombre d'alertes qui vous est donné par le véhicule, s'il n'est pas capable de gérer la situation complexe qu'on lui propose. Donc niveau on parlait 4, tout à l'heure d'une moto, par exemple, qui intervient dans le périmètre. Niveau 4, donc là, on peut vraiment faire autre chose. Le niveau 4, c'est la vraie autonomie, c'est-à-dire que là, on demande au système d'être capable en fait, de prendre en compte l'ensemble de son environnement, de le gérer et de prendre en compte en fait, les situations complexes. Et donc là, c'est la possibilité, comme on le voit, de se retourner, de jouer, je ne sais pas, dans la photo que vous mettez, aller jouer au Scrabble. C'est une vieille photo des années 50. Hein, oui, mais la voiture... trop Internet à l'époque. La voiture autonome est un mythe depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient une réalité parce qu'on a la technologie qui permet maintenant de l'aborder. C'est des radars, des lidars, des caméras. D'accord. Alors rapidement, niveau 5, c'est ce que pourrait être la Google Car ou autre chose. Oui, en niveau 5, il y a 2 niveaux d'autonomie. Donc jusque du niveau 3 et niveau 4, ce dont on a abordé, il y a toujours une notion de conducteur et de personne à l'intérieur de la voiture. Là, le niveau 5, on est carrément sans conducteur, c'est-à-dire c'est la voiture qui... Il n'y a plus que des passagers, quoi. Il n'y a plus que des passagers, la voiture vous emmène où vous voulez, et donc là, vous êtes commun dans le full autonomie. C'est plus la notion de navette, la notion qui est prise en compte, et c'est aussi une complexité différente en fait de celle où on se substitue en fait à l'intelligence humaine par l'intelligence de la voiture. Rapidement, je voudrais qu'on regarde un extrait. Ça a été tourné, donc une vidéo à bord d'un C4 Picasso autonome, puisque PSA a fait quelques essais donc, avant le mondial. Voilà. Ça se passe sur le périphérique parisien, justement. C'est pas Valeo, hein, c'est à bord d'une C4 Picasso autonome. Alors, d'ailleurs, c'est moi qui ai pris les images parce que j'étais donc assis à l'arrière. Là, c'est une voiture, quoi, niveau 3, niveau 4 ? Là, dans ce cas-là, je pense que c'est une voiture... Je dis ça parce que c'est aussi PSA, donc oui, mais vous devriez le savoir. Oui, au niveau de la filière automobile, nous sommes dans une logique en fait, où c'est des industriels qui travaillent pour des industriels, donc nous sommes tous représentants aussi d'une des marques ou des branches ou des groupes représentant la filière automobile. Dans ce cadre-là, c'est plutôt un niveau 3. Ouais. Merci Jean-Luc Brossard, on parle d'une innovation présentée sur le salon dans un instant.
Et on accueille pour l'innovation du jour le PDG de Tracker, Marc Verdet. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Tracker, on connaît, c'est un système qui permet de localiser des véhicules après vol, une fois qu'on a déclaré le vol, et donc vous pouvez partager la position géographique auprès des forces de l'ordre. Alors vous présentez ici au Mondial un nouveau système. Oui, alors Tracker, effectivement, notre métier, c'est la localisation et la récupération des véhicules volés. On est présent dans ce métier depuis maintenant une quinzaine d'années et on utilise, je dirais, les différentes technologies qui sont disponibles pour faire ce métier. Technologie radio surtout. Alors il y a deux technologies principalement. Il y a une technologie radio VHF, et une technologie qui est satellitaire, GPS et GSM. Donc voilà les deux technologies et chacune a des avantages et des inconvénients forcément. Alors l'innovation, c'était de dire faire la synthèse des deux mondes, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui la technologie pouvait nous permettre d'allier le meilleur de la technologie radio. La technologie radio, c'est ce qui permet d'aller chercher les voitures là où elles sont cachées, dans les sous-sols, dans les box, dans des lieux privés. Voilà, on va faire de la géolocalisation, ce qu'on appelle indoor, à l'intérieur des lieux fermés. Et puis également, le deuxième élément qui est très intéressant, c'est la technologie satellitaire. Et la technologie satellitaire, parce qu'elle va permettre d'avoir tout de suite outdoor, à l'extérieur, quand le véhicule est sur la route ou dans une campagne, on va localiser très précisément le véhicule. Alors la technologie, c'est l'Internet des objets, on en parle beaucoup. C'est donc un petit objet alors forcément. Alors c'est un objet petit. Vous ne le montrerez pas pour des raisons de confidentialité malheureusement, c'est chez Tracker important, nous ne voulons pas montrer la balise parce que vous comprenez, on est dans le domaine de la sécurité et on préfère, moins on la voit et meilleur son auto de récupération en cas de vol. Cette balise, elle est petite, elle est autonome, elle n'a pas besoin d'énergie puisqu'elle emporte son énergie à bord pendant 4 ans et elle va vous permettre à la fois de bénéficier donc des avantages de la radio et du satellite. On va pouvoir récupérer votre véhicule là où il est caché par un voleur. Alors du coup, puisqu'on parle d'Internet des objets, vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de startups qui lancent justement des réseaux, qui veulent se positionner sur ce marché. Donc finalement, quelles sont vos forces à vous ? Mais nous utilisons nous sommes en partenariat avec l'un des opérateurs, je dirais, le pionnier de l'Internet des objets, qui a aujourd'hui bâti un réseau qui couvre l'ensemble du territoire français, de l'Espagne, de l'Angleterre, du Benelux. Il est en train d'étendre sur l'Europe de l'Est et y compris aux États-Unis. Donc vous voyez, ce qui est important pour nous, c'est on ne veut pas être l'opérateur de l'Internet des objets, mais on veut pouvoir utiliser cette technologie d'opérateurs radio qui sont des technologies à très basse consommation énergétique. Et donc on a vraiment aujourd'hui pour nous pensons une technologie de rupture dans le domaine de la sécurité contre le vol. On a vraiment réussi à faire 15 ans que Tracker fait des technologies, des boîtiers contre le vol. Et là, quand on a vu arriver, il y a à peu près 3 ans, l'Internet des objets, on a dit, là, c'est vraiment formidable, il faut y aller. Et pourtant, je vous dis, à l'époque, c'était un gros pari parce que on ne savait pas si ça allait vraiment aboutir. C'était des pionniers avant l'heure, en quelque sorte. Oui, enfin, le vrai pionnier, c'était Sigfox, pour ne pas le citer, qui a Société décidé basée à Toulouse, de lancer côté, son réseau. Et nous avons choisi aussi, on a dit, tiens, ils sont dynamiques, ils sont volontaires. Dernière question, cette balise, donc, elle peut protéger des véhicules, mais pas que. C'est une balise, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien qui dépasse. Vous pouvez la mettre dans une valise, vous pouvez la mettre dans un carton. Donc vous pouvez protéger aujourd'hui, nous on protège des choses comme des bijoux, des transports de matières de luxe, ce sont des clients. C'est dommage que Kim Kardashian ne vous connaisse pas, parce que ça aurait pu en profiter éventuellement. Vous avez raison, mais bon, peut-être que je vais lui envoyer alors un email. C'est un peu tard. Merci Marc Verdet. À suivre le grand bond en avant de la voiture électrique. Le débat techno du jour est donc consacré à la voiture électrique. Autour de la table, nous avons 3 constructeurs. Il y en a 2 là, il y en a un là, et il y a aussi une association.
Alors, je vous présente donc les invités. Donc, nous avons ici à ma gauche Thierry Gentet donc pour Opel France, Olivier Duffier pour BNWI, Guillaume Berthier pour Renault et une dame, c'est bien. La parité n'est pas tout à fait respectée néanmoins. Marie Castelli, donc secrétaire générale de l'AVER France. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Alors, j'aimerais qu'on regarde d'abord une vidéo. Cette vidéo, c'est un concept car. C'est la dernière Volkswagen qui a été présentée au mondial. Voilà, je vous présente donc la ID. Alors ID, ça fait un peu suisse, mais en fait c'est ID comme Identification. Et justement, c'est sans doute la voiture qui va permettre de donner à Volkswagen une autre identité, avec donc la volonté sur un plan symbolique finalement, eh bien, d'avoir une voiture aussi marquante dans l'histoire que l'a été la coccinelle de première génération dans la saga de Volkswagen. Donc c'est une voiture qui est connectée et autonome, mais c'est le cas de beaucoup de concepts évidemment sur le salon, alors qu'on découvre ces images. Donc concept qui préfigure une voiture pour 2020. Moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que ça vous inspire finalement de voir Volkswagen qui prend la parole sur donc, la voiture électrique. Peut-être on commence avec vous Marie Castelli. Comment vous avez vécu cette communication? Alors, on la vit bien, mais comme on vit bien la communication finalement de tous les constructeurs quasiment qui sont présents sur le mondial. Vous avez pu le remarquer et le traiter, hein, c'est un mondial qui est extrêmement électrique, que ce soit dans les concept cars, mais aussi dans les produits qui sont proposés à la vente. Donc on doit être content à l'AVER alors. Et donc à l'AVER, on est vraiment très content. On est fiers de montrer que les constructeurs auto se mobilisent autour de l'électrique. Et je vous dis, au-delà des concept cars, il y a aussi les voitures vendues réellement qui pour nous ont une importance fondamentale puisque ça démontre qu'on n'est plus dans le mythe mais bien dans la réalité d'un produit industrialisé et commercialisé et crédible. Donc c'est très important. On parlera des chiffres plus tard. Guillaume Berthier pour Renault, donc en charge des ventes au niveau monde pour les véhicules électriques. C'est une excellente nouvelle parce que ça montre que finalement le choix que Renault a fait avec l'Alliance et son partenaire Nissan était le bon dès 2011. Et on est encore sur un marché qui est petit, un peu plus de 1% en France, encore un petit peu moins en Europe. Donc c'est un marché qui se développe et plus il y a de concurrents, mieux c'est pour C'est des bons signaux alors. Absolument, mieux c'est pour l'électromobilité. Ça va favoriser le développement des infrastructures et ça va, je crois, aussi changer la mentalité. Et on va bien montrer que l'électromobilité est une réalité dès aujourd'hui. On continue de ce côté-là. Donc Olivier Duffieux, responsable de la revente chez BNWI. C'est la griffe, hein, BNWI, la griffe électromobilité de BMW. Et le premier modèle notamment en 2013. Donc, ouais, c'est l'I3, on en parlera tout à l'heure. L'I3, tout à fait. Mais juste en fait pour réagir par rapport à Volkswagen et le fait que les constructeurs allemands, parce que on a le côté Deutsche Qualität de ce côté de la table, donc c'est quand même important de voir que les Allemands finalement ils vont en force sur l'électrique. Alors effectivement, ça nous fait plaisir aussi, bien sûr, et aussi parce qu'on est partenaire avec Volkswagen, avec Renault sur l'installation des bornes, sur le projet Corridor, l'installation de bornes en France et en Europe. Donc oui, bien sûr, on est très content de ce genre de message parce que voilà, ça peut aller que dans le sens plus il y a l'allemand, plus il y a le français, mieux ça vaut quoi. Hein, je pense, en tout cas, oui, tout à fait. Un autre allemand, Opel. Alors, bon, pareil, sur ce même joie, Volkswagen, même joie, même envie d'y aller. De la même façon que Renault, nous avons été présents très tôt sur l'électrique avec le projet Ampera, qui n'a pas été qu'un projet, qui était aussi une voiture vendue, avec laquelle on a beaucoup appris. Et donc, que d'autres concurrents viennent sur ce marché et que ce marché se développe, c'est une très très bonne nouvelle, surtout que nous sommes persuadés aujourd'hui d'avoir les réponses immédiates, pour le coup. Immédiate pour une réponse automobile électrique. C'est ce qu'on va voir dans un instant. On revient à Renault car bien sûr le mondial de l'auto c'est votre jardin ici chez Renault. Alors 400 km c'est l'autonomie qu'on peut lire effectivement sur les panneaux. Alors on expliquera 400 km selon le cycle NEDC. Est-ce que pour autant on passe un cap au niveau du consommateur ? Oui, clairement, on passe un vrai cap. 400 km NEDC, ça correspond à 300 km en usage réel. Un bon 300, ça commence à se voir déjà. Et c'est un bon 300. C'est deux fois ce qui était proposé jusqu'à présent sur la Zoé. Absolument, on double l'autonomie dès aujourd'hui, donc c'est une révolution. Et toutes les études montrent qu'en fait, il y a un seuil psychologique aux alentours de 300 km. Ça commence à être le moment où on oublie l'autonomie. On oublie l'autonomie, donc ça n'est plus un problème. Et ça va changer radicalement les choses. Moi, j'avais une image, c'est qu'avant, quand on avait 100 km ou un peu moins, c'est comme si on était sur la réserve en fait, d'un véhicule thermique et qu'il fallait tenir jusqu'à la fin. Là, c'est un peu différent, on n'a plus à se préoccuper de ça finalement.
Oui, alors vous reprenez encore des logiques de thermique, et c'est normal parce que ça fait 100 ans qu'on est habitué au thermique. Il faut savoir que nos clients se chargent quand ils sont généralement à 60%, la majorité. Donc en fait, c'est bien la grosse différence, c'est qu'on a en permanence de l'autonomie. On se branche là où on est, à la maison, au travail, quand on va faire ses courses, et donc on est en permanence. Donc il n'y a pas cette notion de réserve, qu'est-ce qui me reste ? Reste que le frein psychologique... On a plus de choix aujourd'hui pour se recharger aussi. Absolument, et reste que le frein psychologique est encore là, avec les 300 km, et les premières réactions des clients, depuis qu'on a ouvert les commandes de Zoé, montrent clairement que des gens qui ne pensaient pas être compatibles avec l'électromobilité vont s'y mettre, et c'est une super nouvelle. La tribu s'agrandit. Alors Marie Castelli, rapidement, arrivé à 300, 400 km d'autonomie, on passe à un autre stade ? Alors oui, en effet, on passe à un autre stade, même si je pense qu'il est important de rappeler que les Français font 31 km par jour en moyenne. Donc on parle de psychologique. Donc largement éligible à la catégorie voilà, la tribu catégorie électromobile. Voilà, des véhicules qui aujourd'hui commencent à peu près à 150 km d'autonomie et plus. Donc quand on dit le mot psychologique, il est essentiel en fait dans le débat. C'est-à-dire que là, on voit que les constructeurs s'adaptent à la demande des consommateurs, mais une demande qui est drivée par une angoisse qui est plus de l'ordre psychologique que de l'ordre de la nécessité des usages. Après, c'est fondamental, c'est important. On a conduit une étude avant le mondial avec Ipsos et le groupe Mobivia pour comprendre l'appétence des Français aux véhicules électriques. Et c'est vrai que que de la moitié d'entre eux ont répondu qu'à partir de 300 km d'autonomie, ils étaient prêts à considérer l'électrique. Donc on voit que même si au niveau des usages à proprement parler, c'est pas forcément nécessaire, c'est quand même essentiel. C'est rassurant, c'est un peu comme un ordinateur quand on a une puissance super élevée qu'en fait on n'utilise que 1% des capacités. Rapidement les garçons, chez BMW et Opel, le fait de passer à plusieurs centaines de kilomètres, c'est quelque chose que les clients attendaient ? Oui, clairement. Je pense qu'ils attendent effectivement que l'autonomie augmente. Alors c'est le cas de tout le monde sur le marché. C'est vrai qu'on a lancé une nouvelle batterie aussi depuis le mois de juillet. Et je pense qu'ils attendent aussi, c'est un accompagnement. Donc on a le produit lui-même. Et puis on va voir tout ce qu'il y a vraiment autour, à côté. Applications et autres. Effectivement, là, ça va vraiment être aussi clé, puisque les voitures électriques sont connectées pour la plupart, enfin en tout cas, effectivement, chez BMW. Donc je pense que c'est important de parler de l'autonomie qui augmente avec les services, bien sûr, aussi qui vont augmenter. Analyse côté Opel ? Oui, une autonomie qui augmente. Chez nous, c'est 500 km en NEDC avec l'Ampere AI, 380 km en WLPT, des LTP, pardon. Qui sera le prochain cycle d'homologation. Qui sera le prochain cycle d'homologation. C'est aussi important que l'offre s'enrichisse chez nous, c'est-à-dire que ce n'est pas une voiture électrique, c'est aussi aujourd'hui des segments qui s'enrichissent en électrique. Donc, on a la citadine, on a effectivement l'utilitaire, on a un petit peu tout aujourd'hui. La compacte chez nous avec une voiture peut-être qui une est GT électrique grande. Un jour chez Renault, sait-on jamais. Ouais. Et un coffre, enfin quelque chose qui représente l'usage quotidien, puisque la première chose c'est d'abord le consommateur. Donc l'électrique, oui, mais des segments et le besoin des consommateurs répondus. Et puis une belle voiture, tant qu'à faire. Je reviens juste un instant sur Renault, parce que finalement, ces progrès, c'est dû à une nouvelle batterie. Absolument, c'est une nouvelle batterie et l'important en fait et la vraie innovation, elle réside dans le fait de pouvoir doubler l'autonomie en gardant un prix contenu. On découvre en même temps les images de cette Zoé avec parce que la batterie et la mention 400 km. D'un point de vue purement technique, doubler l'autonomie, si on double la taille de la batterie, d'un point de vue économique, ça n'a aucun intérêt. Notre mission, c'est de procurer un véhicule électrique qui soit abordable. Et donc, grâce à l'innovation qu'on a fait avec LG Chems, on arrive à avoir en fait une batterie qui a le même volume que l'ancienne. Donc, il n'y a rien à changer par rapport à l'architecture du véhicule. D'un point de vue extérieur, non. En revanche, à l'intérieur, on a gagné un tout petit peu de poids, 22 kg, mais ça reste marginal par rapport au poids total de la batterie. Et la performance, c'est d'arriver à avoir une meilleure densité énergétique à un coût extrêmement compétitif. Et la bataille va se jouer aussi autour des coûts et des prix dans le futur. Très bien. Alors, chez Opel, vous l'avez dit, donc Thierry Jeunetet, donc 500 km. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que vous avez le même fournisseur finalement de batteries tous les deux, donc la maison LG. La Corée du Sud apparemment est plutôt une structure industrielle performante, on va dire, sur voilà. Alors, la nouvelle Ampera est vraiment très différente par rapport à l'ancienne.
L'ancienne, on rappelle, c'était une petite batterie et donc un range extender. C'était une batterie qui donnait 70 km d'autonomie et un prolongateur d'autonomie, donc un moteur thermique qui générait l'électricité et qui lui permettait d'avoir 300 km d'autonomie supplémentaire. Donc on a beaucoup appris de cette expérience et aujourd'hui avec l'Ampera I, riche de ces expériences, on arrive avec une autonomie qui est pour l'instant pas encore testée officiellement. Mais c'est une voiture 100% électrique cette fois. 100% électrique. On a fait des tests le week-end dernier, 2 ingénieurs qui sont partis de Piccadilly à Londres et qui ont fait 417 km. Et puis l'ordinateur de bord, figurez-vous. C'est vrai. On va pouvoir la voir en image. Alors, parfait. je ne dis pas que vous êtes dedans, mais en tout cas, effectivement, on a récupéré les images de ce road trip quelque part. Alors, on peut le commenter. Hein. Donc, effectivement, ils sont partis de Londres. Ils sont partis de Piccadilly. 2 ingénieurs. Ils ont quand même pris le train. Ils ont pris le train. Bon. Ils ont Elle n'est pas encore amphibie. Hein. Ouais. Ils ont montré leur passeport. Oui, il paraît que plus ça va aller. Le Brexit n'a pas eu de conséquences sur l'exploit. D'accord. 417 km qu'ils ont parcouru. Vous voyez l'ordinateur de bord. Ils vont arriver tranquillement avec une seule charge porte de Versailles, ici. Et puis vous verrez sur l'ordinateur de bord, il leur reste 80 km d'autonomie. Donc on est absolument confiant sur les tests d'homologation qui vont avoir lieu en janvier prochain. Notre promesse, c'est plus de 500 km d'autonomie. Nous les tiendrons. Bon, bah écoutez, formidable. Et comment le réseau Opel accueille cette nouveauté? Parce que bon, du coup, l'Ampera était plutôt en perte de vitesse depuis quand même quelques temps. Formidablement bien. Ils sont absolument convaincus que, encore une fois, qu'on a vraiment beaucoup appris, eux aussi, de l'Ampera. Et avec l'Ampera I, cette deuxième génération, qui se veut accessible du point de vue de son autonomie, ils sont absolument persuadés du succès de cette voiture. Ils attendent évidemment nos précisions quant à la distribution, puisque nous ne les avons pas encore données. Question rapide de Guillaume Berthier. Je parlais de LG et du rôle qu'il joue en matière de batterie. C'est vraiment dans cette partie du monde, auprès des Coréens, qu'on a les meilleures batteries, d'après vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, les grands constructeurs se situent soit en Corée, soit au Japon, puisque vous savez que nous utilisons aussi des batteries AESC de l'Alliance. Donc aujourd'hui, clairement, le savoir-faire, la technologie, la chimie des batteries, et je dis bien la chimie des batteries, se situe plutôt effectivement en Asie. Alors on va parler de BMW parce que oui, l'i3 a aussi donc fait des progrès avec sa nouvelle batterie 94 ampères-heure. Donc là aussi un gain très sensible, Olivier Duffieux, au niveau des performances. Alors effectivement, puisqu'on a gagné 50% de capacité, donc d'autonomie sur le véhicule depuis le mois de juillet. Et ce qu'on a voulu proposer aussi à nos clients qui sont propriétaires de BMW i3 depuis donc 2013, c'est la possibilité de changer leur batterie, donc un upgrade batterie pour ne pas oublier nos premiers clients qui ont cru bien sûr sur... Parce que là aussi, les dimensions n'ont pas changé, ça veut dire qu'en fait il y a la place pour prendre l'ancienne et remettre une nouvelle. Exactement, donc la voiture a vraiment été conçue dans ce sens-là, donc c'est vrai qu'on va pouvoir proposer à nos clients qu'une voiture 100% électrique, de finalement bénéficier de ces mises à jour technologiques. Alors cet échange est possible, mais ça a un coût quand même. Hein. Exactement, donc aujourd'hui on est sur une base de 7 000 € hors taxe. Sachant que la batterie est quand même plus onéreuse, mais on profite de retirer la batterie du véhicule pour un projet de deuxième vie de batterie, puisqu'on a équipé nos sites de développement avec les projets Minieux en 2010-2011 de ces batteries-là. Et aujourd'hui, on souhaite le concrétiser pour le client. Donc l'idée, c'est de le faire avec les batteries d'i3 et on étudie ça aujourd'hui. On va regarder en image justement cette i3 parce que non seulement donc, elle a une nouvelle batterie, mais il y a également donc une couleur bleue. Une teinte similaire à celle de sa grande sœur, l'i8, hybride rechargeable. Exactement, donc le bleu c'est aussi pour montrer, voilà, faire un petit clin d'œil sur la nouveauté de ce véhicule avec cette nouvelle batterie et un clin d'œil à l'i8 exactement sur ce véhicule-là, sans oublier, donc on a un peu parlé du prolongateur d'autonomie qu'on propose aussi, qui permet d'augmenter l'autonomie pour ceux. Et donc là on peut atteindre les 400 km du coup voilà, exactement. Selon le cycle. Exactement. Mais donc en pur électrique, on conserve la performance, hein, donc toujours ce caractère un peu sportif inhérent à BMW, mais avec quand même une autonomie qui a été revue à la hausse. Exactement, on est à 312 km sur le cycle NEDC et à 410 avec le prolongateur, tout à fait, en conservant bien sûr les performances donc, des 170 chevaux du véhicule. J'ai envie de poser une question à Guillaume Berthier pour Renault. Donc on entend que BMW peut remplacer la batterie donc en cours de route pour les anciens clients de la i3 qui l'ont toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible à terme pour des clients,
pour la Zoé ou autre véhicule par exemple? C'est quelque chose que nous proposons avec cette nouvelle batterie. Il sera possible aux personnes qui ont la batterie standard de procéder à l'échange pour un coût aux alentours de 3 500 € TTC. Et c'est bien là qu'on voit l'avantage de la location de batterie. En fait, les gens qui nous ont fait confiance dès le départ, non seulement Renault prend en fait le risque de valeur résiduelle de la batterie à la fin, permet de procurer au client en fait une batterie qui est finalement garantie à vie, c'est-à-dire tout au long du contrat, et puis qui permet aussi de changer de batterie pour un coût qui est tout à fait raisonnable. Oui, ça fait moins mal quand on reçoit la facture, c'est ça? Absolument. Alors Marie Castelli, ça fait 6 ans maintenant en France qu'on peut trouver des voitures électriques à la vente, puisque c'est au mondial de 2010 que les toutes premières voitures électriques étaient présentes. Est-ce que vous avez eu connaissance de cas où il y a eu quelques défectuosités de batterie? Alors non, justement, la fiabilité des batteries, c'est vraiment le sujet qui, dans les 6 dernières années, a été très bien traité par l'ensemble des constructeurs. Il n'y a pas de souci avec les batteries. Et d'ailleurs, on le voit, il y a différents modèles. Donc, il y a le modèle que Guillaume Berthier vient de décrire, celui de Renault, la location, mais d'autres constructeurs aussi, qui est celui de la location, où, comme Guillaume Berthier le disait, le constructeur prend carrément le risque sur la valeur résiduelle de la batterie. Donc, ça montre qu'il y a une croyance dans sa fiabilité. Et puis, sur les autres constructeurs, des garanties qui sont très étendues par rapport aux garanties classiques du thermique. C'est jusqu'à 8 ans, nombre d'années, 8 ans, 100 000 km. Et ça montre aussi que ces constructeurs-là sont à peu près certains qu'ils n'auront pas à récupérer les batteries dans ces gammes de temps. J'aimerais bien que Apple fasse ça pour mon iPhone, parce que bon, malheureusement, les batteries pour smartphone, ça fléchit plus vite. Bah oui, en plus, ce sont des batteries lithium-ion, donc ils pourraient prendre ce genre d'engagement aussi. Mais voilà, la question de la fiabilité des batteries, c'est une question qui a été traitée par la filière. Maintenant, il s'agit de le faire savoir aux consommateurs, et notamment pour un enjeu qui est en train d'arriver, parce qu'on parle beaucoup de véhicules neufs, mais il y a les véhicules d'occasion. Oui, parce que justement, on en a pour pas très cher. Quand on voit les annonces, pour moins de 10 000 €, on peut trouver des véhicules aujourd'hui. Et voilà, donc on est dans la deuxième phase aujourd'hui de maturation du marché. Et ces véhicules d'occasion, le message à propos de la batterie, il sera essentiel, puisqu'il va falloir rassurer le consommateur sur le fait que d'acheter une voiture électrique de seconde main n'est absolument pas un risque par rapport à la fiabilité. Rapidement, pour les 3 constructeurs, il n'y a pas eu de soucis techniques depuis que les véhicules ont été commercialisés? Non, ils font nom de la tête tous les 3. Merci pour votre réponse collégiale. Non, mais surtout qu'en plus, effectivement, dans tous les business models, la durée de vie de la batterie était prévue entre 8 et 10 ans. Et les premières remontées qu'on a, c'est qu'on est très confiant et qu'on atteindra largement ça. Alors les batteries, il y a un aspect qui est méconnu, ça a été dit rapidement tout à l'heure, c'est celui de la seconde vie. Parce que c'est vrai que des batteries de voitures électriques, ça peut servir pour la maison par exemple. Il y a des acteurs d'ailleurs qui font les deux. C'est le cas de Bolloré. C'est pas très connu, mais ils le font. Et Tesla aussi. On n'a pas beaucoup parlé de Tesla, mais c'est vrai qu'ils font les deux. Et vous, chez Renault, est-ce qu'un jour vous allez faire des batteries pour la maison, par exemple? On le fait déjà, en fait, aujourd'hui. Pour le particulier, j'entends. Pas pour le particulier aujourd'hui, c'est pas le créneau qu'on a choisi de développement, mais effectivement, l'électromobilité a ça de fort, c'est que l'ensemble des batteries qui arriveront sur le marché permettront de faire baisser en fait le coût du stockage énergétique pour les électriciens. Et donc on rentre dans un cercle vertueux qui va faire du coup baisser le coût d'usage des batteries automobiles et donc baisser les prix. Et donc on est rentré dans ce cycle vertueux qui est très intéressant et qui va changer nos vies au quotidien. C'est ça qui est passionnant. Alors chez BMW, il y a toute une approche par rapport à la charge. Et je poserai la même question bien sûr après à Thierry Jeunetet pour Opel. Donc il y a les wallbox bien sûr. Et puis il y a aussi cette possibilité de pouvoir payer sa charge avec une carte. Parce que c'est important d'avoir accès quand même aux différentes bornes. Alors tout à fait, effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs sur le marché qui proposent une carte de charge unifiée. Ce qu'on propose chez BMW, c'est la carte BMW. Puisque le client... C'est très original au niveau du nom. Voilà, alors c'est la carte agence Charge Now. Pour vous. Pardon, tout à fait. Donc c'est la carte Charge Now qui est un produit d'une marque BMW. Cette carte donc BMW que l'on appelle Charge Now est proposée directement donc en concession et sous le logo BMW parce qu'on souhaite que le client reste bien sûr client BMW avant tout et qu'il n'y ait pas
trop d'intermédiaires où dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Parce que sinon on a la carte Ikea, il y a la carte Auchan, il y a la carte machin chose, voilà. Ça fait beaucoup de cartes. Donc ça fait beaucoup d'acteurs. Donc l'idée c'est de conserver le client dans notre concession et pour qu'il ait un seul interlocuteur, que ce soit pour la borne où on propose une borne BMW, la Wallbox Plus, la carte Charge Now et d'autres produits qui sont par exemple Park Now pour trouver un parking, mais toujours au sein de notre produit, notre gamme de produits et services BMW. Chez BM, c'est tout en Now, Drive Now, Charge Now. C'est tout de suite. C'est quoi le prochain? Apocalypse Now? Non, ça a déjà été pris. Chez Opel, la stratégie. La stratégie, effectivement, on aura une Wallbox. On n'a pas encore donné ni les détails de tarifs, ni les détails d'options, ni les détails d'accessoirisation. Même pas en exclusivité pour la télé mondiale. Pas encore. Je suis désolé. On y travaille. On finalise et vous en saurez. On vous préviendra très tôt. Mais évidemment, c'est prévu. L'autre nouveauté, Guillaume Berthier chez Renault, c'est ZE Pass. Il y a aussi des choses qui se préparent chez vous. Parce que c'est bien, aujourd'hui il y a 80 000 bornes de recharge publiques en Europe, donc on commence à avoir un maillage. Mais fait peur parce que Ségolène Royal a raconté beaucoup de choses ce week-end, donc on parle bien de l'Europe, parce qu'elle annonce des millions de bornes en France. 80 000, c'est déjà. Donc on commence à avoir un maillage qui n'est pas tout à fait suffisant, mais on est proche. Maintenant, l'important, c'est de travailler l'accessibilité à ces bornes. Pour être accessible, il faut savoir les repérer. 2, voir si elles sont disponibles. Donc application, connectivité bien sûr. Et 3, pouvoir les payer avec un système unique, puisque 40 000 cartes, c'est pas bon. C'est pourquoi nous lançons ZE Pass, qui est une application smartphone, qui va permettre de faire ces 3 choses sur l'énorme majorité des 80 000 bornes de recharge publique en Europe. Et je pense que ça, l'année 2017 va être un vrai changement là-dessus pour la personne qui a un véhicule électrique. C'est l'accès à la charge beaucoup plus simple. Et ça aussi, ça va aider beaucoup l'électromobilité dans son ensemble. Pour terminer, Marie Castelli, sur l'histoire des bornes et de l'infrastructure de charge, donc il a été dit qu'il y avait 14 000 points, je crois, aujourd'hui en France. C'est quoi les chiffres exacts? Alors oui, il y a environ 14 700 points de charge accessibles au public en France. Donc accessibles au public, ça veut dire qu'elles appartiennent soit à la puissance publique, comme les collectivités territoriales, ou à des privés comme Bolloré qui est en train de déployer voilà, le réseau, ou à par des exemple. privés comme Bolloré, mais aussi des enseignes commerciales comme Auchan ou Ikea, où vous pouvez trouver des bornes. Ça fait 14 700 points de charge accessibles à tous. Et c'est un réseau qui est en train de se développer fortement, puisqu'il y avait des aides de l'ADEME pour les collectivités qui sont disponibles jusqu'à fin 2017. Donc sur l'année prochaine, il devrait y avoir une quarantaine de milliers de points de charge supplémentaires qui se développent. Et on pense que le réseau à 2019 sera environ de 56 000 points de charge. Donc comme vous le voyez, sur les prochaines années, ça va accélérer très très fort. D'où l'enjeu traité par les constructeurs de délivrer un pass pour donner accès aux utilisateurs de véhicules électriques à toutes ces bornes. Voilà, il y a des acteurs effectivement qui se lancent là-dedans. Je pensais à EasyTrip par exemple, qui est un partenaire qui fait ce genre de choses. Alors, il y a le JREF qui est une plateforme qui référence effectivement les bornes en France. Il y a l'équivalent allemand, c'est Object. Donc, on voit quand même qu'au niveau européen, très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus que quelques secondes, il y a une convergence qui est en train de s'opérer, clairement, pour que ça devienne plus facile pour le client. Guillaume Berthier. Oui, clairement. Je crois que d'ailleurs l'Europe est vraiment exemplaire là-dessus. Aujourd'hui, c'est le deuxième marché mondial du véhicule électrique. La France est le 3e marché mondial, on ne l'a pas tout le temps en tête. Et je crois que sous... Ça aurait fait une médaille de plus pour les JO. Et grâce à des bonnes volontés, notamment grâce à l'AVER, qui aide énormément, on arrive à une très bonne coordination au niveau français et au niveau européen. Et là encore, c'est de bon augure pour l'électromobilité. Oui, un mot rapide. Un petit mot, effectivement, je pense que c'est important de parler des déplacements en France et en Europe, parce qu'un client qui habite à la frontière va peut-être aller en Allemagne, va peut-être aller en Italie. Oui, donc projet corridor, donc les grands axes. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de parler de ces déplacements, dont donc Object piloté par BMW, le JREV, etc., pour que les déplacements ne se fassent pas qu'en France, mais vraiment en Europe. Merci à tous pour ce débat sur la voiture électrique. À long rayon d'action, on va parler à présent de connectivité avec un expert qui nous rejoint en plateau. Et l'expert du jour, c'est David Noguera de 01net. Salut David. Bonjour. Expert en connectivité. Alors David, donc avant le mondial, votre site, donc toute l'équipe en fait a choisi quelles étaient les voitures les plus connectées. Alors on va voir dans un instant bien sûr le palmarès, mais sur quels critères en fait s'est opérée finalement cette sélection ?
Alors, la voiture connectée, c'est effectivement celle qui va avoir des systèmes multimédia à la pointe, des interactions homme-machine, donc une interface, c'est bien beau d'avoir plein de technologies, mais si on ne peut pas les intégration smartphone, reconnaissance vocale, tout ça. Exactement, donc tout ce qui fait la facilité d'utilisation de ces technologies, et deux gros points aussi très importants qui sont les aides à la conduite et la sécurité, c'est-à-dire est-ce que le véhicule va être plus ou moins intelligent, est-ce qu'il va être capable d'éviter un accident, voilà, donc mêler un petit peu à ça la tendance 2016, c'est-à-dire le degré d'autonomie du véhicule. On voit qu'il y a des modes bouchons qui commencent à apparaître dans les véhicules, des corrections de trajectoire. Exact. Voilà, donc c'était les gros critères pour élire ces voitures connectées. On commence par le coup de cœur de 01net, une voiture allemande. Exactement. Alors il y avait le coup de cœur de 01net était à l'Opel Ampera. On en parlait à l'instant. On va voir la photo d'ailleurs sur l'écran. Donc effectivement, l'Opel Ampera i. Alors là, vous en avez parlé effectivement longuement d'un de ces gros. C'est dommage, il est parti le monsieur, mais il nous regarde à côté de la vitre. Oui, alors ils étaient alors comme c'était effectivement peut-être le premier prix, on leur souhaite d'une longue série. Donc effectivement cette performance de l'autonomie pour un si petit véhicule, parce qu'à l'intérieur il y a quand même une belle habitabilité, ils ont quand même bien travaillé sur l'intégration des batteries dans le plancher, c'est pas nouveau mais c'est quand même bien fait, et puis il y a ce système OnStar d'Opel qui est quelque chose de très célèbre auprès des utilisateurs. Alors c'est très bien, il faut juste pas oublier son smartphone et sa clé à l'intérieur de la voiture, mais sinon ça marche. Sinon ça fonctionne bien. Deuxième prix, celui du luxe high-tech. Tesla Model X, avec effectivement ses ailes Faucon. Voilà. Ses ailes Faucon, exactement. Alors, très pratique dans les parkings d'ailleurs. Les portières modules. Vous n'avez pas fait le test porte de Versailles dans les parkings? Pas encore, non. Là sur le salon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde sur le stand de Tesla. C'est vrai qu'elle interpelle beaucoup. Et puis à l'intérieur, c'est un écran de technologie assez incroyable. Avec sa célèbre tablette tactile géante. Exactement, 17 pouces de diagonale et quoi qu'on en dise, effectivement, autopilote, donc pilotage automatique, qui fait quand même partie des meilleurs systèmes. Et 200 améliorations pour la mise à jour qui a été éditée récemment. Oui. Et le prix de la voiture connectée revient à la Peugeot 3008. Voilà. Un vrai renouveau. Le SUV qui est en vedette sur le stand mondial cette année. Exactement, oui. Alors très très bonnes idées à l'intérieur, un habitacle vraiment bien fait, une belle combinaison entre des écrans numériques qui finalement sont assez bien visibles et la conservation de petites touches mécaniques sur la planche de bord, parce que encore une fois, cette interface homme-machine, il faut qu'elle soit réactive, efficace, qu'elle ne nous détourne pas les yeux de la route. Donc un beau travail de fait à ce sujet-là. Et le petit plus, c'est la trottinette. Quand il faut effectivement. La trottinette dans le coffre. Exactement. C'est vrai, alors c'est une option. Elle n'est pas connectée par contre. €. Elle n'est pas connectée, mais il y aura à l'avenir sur l'application Peugeot, on pourra donc sur son application mobile envoyer. On prend son café le matin, on envoie une destination au GPS, et puis quand on arrive à un parking le plus proche de sa destination, on laisse le véhicule. On renvoie la destination sur son smartphone, on prend la trottinette et on finit les derniers mètres. Donc voilà, donc il y a une continuité dans la mobilité qui est assez intéressante avec 3008. Alors ce qui est chouette aussi sur la Peugeot, c'est le e-cockpit, bien sûr. Exactement. Toute une nouvelle interface. Oui, relevé, qui permet, alors ils disent relever les yeux de la route, parce que pas d'affichage tête haute, mais un écran assez haut placé et un petit guide volant. Sinon, mis à part ce palmarès, qu'est-ce que tu as pensé, David, finalement, de la voiture connectée sur le mondial? Elle est partout. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Je pensais que ce serait encore plus présent, encore un petit peu plus agressif de la part des constructeurs. Alors, c'est dans les discours, quand on parle avec tous les constructeurs, tous veulent, surtout sur un média comme 01net.com, nous montrer ce qu'ils ont dans les cartons. Donc il y a forcément des choses qui se passent autour de chez Valeo aussi, autour des équipementiers. Mais voilà, on n'y est pas encore, peut-être parce que les démos sont aussi très statiques. Tu restes encore un peu sur ta faim. Oui. Merci David, on enchaîne avec une PME française qui a tapé dans l'œil d'un constructeur allemand. Et on accueille Gérard Yayaoui, le président de Nexiad. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors vous êtes là parce que vous êtes l'un des 3 lauréats d'un appel à start-up, le BMW Tech Dates, qui a eu lieu donc avant le mondial. Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé? Parce que bien sûr vous allez raconter ce que vous avez fait à Munich, parce que vous avez eu la chance de rencontrer donc des ingénieurs et pas mal de divisions, mais comment s'est passé finalement ce concours? Alors je dois dire, on est assez coutumier chez Nexiad, puisqu'on est membre de Moveo, de présentation chez des grands groupes. Moveo qui est un pôle de compétitivité, voilà, pour ceux qui de l'automobile et des transports et de la mobilité. Et on a été vraiment agréablement surpris parce que c'était d'un professionnalisme parfait. Temps pris aux chefs d'entreprise très très faible,
énormément de gens qui avaient préparé les dossiers, et puis en plus on a gagné, donc on peut pas se plaindre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nexiat, donc c'est un spécialiste de la vision artificielle. On va découvrir une petite animation à l'écran. Donc vous avez en fait développé des algorithmes qui permettent finalement de détecter le danger avant qu'il ne se produise. Exactement, c'est ça. Donc là, vous voyez l'image derrière. Hein, oui, on voit l'image derrière. Donc on a plusieurs cordes à notre arc chez Nexiat. On a une gamme de produits basés sur la vision, et on a aussi une gamme de produits qui n'utilisent pas encore la vision, comme SafetyNex, pour lequel BMW nous a sélectionné, qui s'appelle SafetyNex, qui est très très orienté sécurité routière. C'est aujourd'hui la seule app smartphone qui peut vous prévenir quelques secondes avant un danger pour vous permettre de ralentir. Et donc, voilà, c'est ça, ce qui m'a donné un petit carton. Donc voilà, bon, une application effectivement sur base de smartphone. C'est ça. Et donc à la base, en fait, vous êtes une équipe de super bons en maths, au niveau des algorithmes, et vous avez dit, tiens, ça pourrait servir pour les aides à la conduite. Oui, Nexiat, c'est une entreprise, un cabinet de mathématiques appliquées créé en 1995. Et qui en 2012 s'est mis en mode start-up pour développer ses propres produits. On a une très 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 grosse expérience du secteur automobile, tout domaine, fabrication, recherche, mais aussi marketing, plan produit. Et on a décidé de mettre notre savoir-faire au service aussi des conducteurs directement. C'est pour ça qu'on va directement dans les smartphones, ce qui n'est pas exclusif d'aller dans les boîtiers ou d'aller dans les véhicules de série, évidemment, ça c'est aussi intéressant. Alors c'est un bon signe quand même de voir un constructeur allemand qui vient chercher en France de la compétence, parce que c'est un appel purement pour les startups françaises. Oui, je pense que le mauvais karma des PME françaises s'est terminé. Aujourd'hui, en fait, on a accès très très facilement via le net au monde entier. Et donc si on communique, en fait, les groupes nous trouvent. Il n'y a aucun souci. Alors vous parlez allemand, ça aide un petit peu sans doute dans les relations. Comment ça s'est passé votre séjour à Munich? Alors c'était parfait, on a principalement parlé en anglais, puisque les Allemands tiennent aussi à ce que leur langue interne souvent soit l'anglais, ce sont des groupes internationaux. On a été très bien reçus, on a même été à l'Oktoberfest. Voilà. Esprit start-up. Exactement. Détente. Et donc on fait maintenant partie du BMW Startup Garage. C'était le bizutage, j'ai l'impression, pour les startups. C'est un peu ça, oui. Donc il faudra que vous veniez nous voir sur le Startup Garage à Munich. C'était pour l'Oktoberfest, moi, ça. Aussi. Oui. Est-ce que ça a changé, blague à part, quelque part, l'avenir de votre société, d'être reconnu par BMW? Bien sûr, c'est pas neutre. Quand on est une start-up de 10 personnes et qu'on est reconnu par un grand groupe international et en plus prestigieux comme BMW, évidemment, on a des gens qui nous regardent, on va dire, différemment maintenant. Votre téléphone sonne plus souvent, c'est ça? Voilà, ça sonne. Et sinon, est-ce qu'il y a des projets déjà en cours ou vous apprenez juste pour l'instant à vous découvrir? Alors c'est le démarrage. Je dois dire qu'on a été agréablement surpris par la qualité des entretiens avec les ingénieurs. Évidemment, on ne peut rien révéler, mais on a rencontré l'ensemble des responsables, des directeurs et des ingénieurs qui sont potentiellement intéressés par nos technologies. Donc c'est vraiment... C'est presque trop beau. Donc le choix a été bon, de la part en tout cas du jury. Absolument. Bon, vous êtes un homme heureux alors? Ouais, très, très heureux. Bon, là en ce moment, donc on est à la veille d'une énorme croissance, ce que les spécialistes appellent l'hypercroissance pour les startups. Donc on s'y prépare et puis j'espère qu'on pourra se revoir de l'autre côté une fois qu'on a fait cette croissance. L'autre côté du Rhin, vous voulez dire? De l'autre côté, oui. Gérard Yadiaoui, merci. On va suivre bien sûr de plus près le développement de votre société. À suivre la dernière rubrique de cette émission. Merci à vous. Et on terminera chaque jour par une voiture plus propre dans la Minute Verte. Aujourd'hui, on va vous présenter le concept Renault Trésor avec un Z comme zéro émission. C'est l'un des concepts les plus remarqués du salon. Une GT électrique connectée et bien sûr autonome. La Renault Trésor reprend la technologie utilisée en Formule E, un championnat de monoplace électrique dominé d'ailleurs par Renault. Le moteur développe 360 chevaux pour un couple de 280 Nm. Ce concept car est donc performant. Il accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes, comme une Tesla. Cette GT électrique reprend par ailleurs un système de récupération d'énergie comparable aux monoplaces utilisées par Renault en compétition.
Donc la technologie de haut niveau. À noter que la Renault Trésor a 2 batteries, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. Elle est donnée pour une autonomie de 300 km, mais pour l'instant, ce n'est qu'un concept car. On attend donc de voir si ce sera l'avenir de Renault. Voilà, c'est fini pour cette première d'Auto Techno. Demain, le débat sera consacré à la voiture autonome. Vous pourrez revoir cette émission sur la chaîne YouTube du Mondial de l'Automobile ainsi que sur Plus. Salut et à bientôt sur la TV du Mondial.